Alors pour moi, la transition écologique, c'est toutes les modifications qui vont permettre de rétablir ce qu'on pourrait appeler l'habitabilité ou la viabilité de la planète, qui pour moi maintenant devrait être un objectif, la priorité de toute politique. Très clairement, les ressources végétales sont une partie de la réponse. Derrière, il y a une condition, des conditions de gestion, des conditions d'exploitation pour avoir à la fois la durabilité de cette ressource et pour ne pas créer d'autres difficultés. On est sur le site de Champenoux, d'un réseau qui s'appelle Manipulation de la matière organique du sol, donc MOS. Donc c'est un site qui est dans le Grand Est, à côté de Nancy. On essaye de comprendre ce qui se passe si on exploite plus de bois, et en particulier si on prend les petites branches pour faire du bois énergie ou pour d'autres usages qu'on pourrait imaginer. Tous les ans, on vient, on enlève les branches et on sort par placeau une douzaine de tonnes de feuilles et de branches à l'hectare. Là, vous regardez, ici, on a une forêt normale avec du bois au sol, bois mort au sol. Et puis de l'autre côté, vous avez la parcelle où on balaye tous les ans. Alors c'est purement expérimental, hein, c'est pas du tout pratiqué dans la gestion, mais ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe. Et là, vous voyez qu'il y a un complet changement de la végétation au sol, puisqu'on a apparition de mousse. Là, on s'est aperçu que déjà au bout de 4 ans, il y a des impacts sur les minéraux dans les arbres, sur la densité du bois, donc sur la quantité de bois que vous avez sur un centimètre cube. Voilà, il y a déjà des impacts liés à ce qu'on a fait là. On a l'habitude de dire que le bois énergie, il est neutre parce qu'en fait, ce CO2 qu'on va réémettre à l'atmosphère, bon, évidemment, ça nous rend service, hein, puisque ça nous procure de l'eau chaude, du chauffage, et on remet du CO2 dans l'atmosphère, mais en fait, là, comme la forêt va repousser, finalement, le bilan, il est assez neutre. Alors, il n'est pas complètement neutre parce que le fait d'exploiter, et il n'est pas neutre du tout, si on sort du simple problème du carbone, il n'est pas neutre du tout parce que les pratiques d'exploitation du bois énergie peuvent conduire, du coup, à toucher les sols, et pas tellement d'ailleurs le carbone des sols, mais tout le cycle du sol. C'est-à-dire là-dedans, les vers de terre, les champignons, les bactéries, il y en a beaucoup moins, il n'y en a plus, quoi. Enfin, il n'y a pas les mêmes en tout cas. Il n'y a pas les mêmes. Il faut qu'on puisse donner des réponses d'ici 20-30 ans, parce que c'est le moment où on va commencer à tousser au niveau du pétrole. Donc il faudra qu'on ait des solutions. La forêt est une partie de la solution. Il faudra qu'on fasse très attention à ne pas tout faire porter sur la forêt. C'est-à-dire que il y a des endroits où on va pouvoir exploiter et puis faire du bois énergie, puis voilà, parce que les sols sont suffisamment fertiles. Il y a des endroits où ce sera complètement à oublier. Et puis, il y a des endroits où, entre les deux, où il va falloir affiner son diagnostic. La forêt a de l'avenir. On risque d'être les rois du pétrole, justement. Ça sera l'or vert dans 50 ans. Mais il faut qu'on anticipe, il faut qu'on pense déjà à la forêt du futur et à la façon de la gérer correctement. Les entreprises, elles émettent du CO2 et donc l'idée, c'est qu'elles puissent, d'ici 2050, arriver à zéro. Donc il y a cette trajectoire de décroissance, on va dire, des émissions progressives. Et du coup, la question, c'est à l'année N, cette année, j'ai réduit, mais j'émets toujours un peu. Qu'est-ce que je fais des émissions résiduelles? On appelle les émissions résiduelles. Et le principe de la compensation, c'est de dire ces émissions résiduelles, on peut les compenser. Donc ça veut dire que l'entreprise peut aller financer en dehors de son périmètre, pas sur ses activités, en dehors, elle peut aller financer des projets qui vont, eux, réduire les émissions ou séquestrer du carbone. Carbon Forest a pour but de mettre en œuvre un process de fonctionnement forestier basé sur le couvert continu. Et l'idée, c'est de faire des contrats sur le carbone qui est absorbé par le système végétal dans nos forêts, mais surtout en regardant ce qui se passe dans le sol forestier. Voilà, on a la conviction que la question du carbone dans la biomasse est secondaire et que la question la plus importante, c'est la question de ce qui se passe dans le sol. On essaye d'aider la forêt à se développer comme elle aurait envie de se développer naturellement. C'est-à-dire qu'on suit l'automation naturelle de la forêt. On arrive à trouver des sols qui contiennent pas loin de 10% de carbone, ce qui est absolument considérable. En France métropolitaine, un sol riche en carbone, c'est 3%. On peut arriver à trouver des sols à 10%, mais surtout, on trouve des sols sans azote labile.
Le peu d'azote qui arrive, c'est de l'azote naturel qui est présent, mais cet azote est totalement consommé par les végétaux. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que le végétal fonctionne parfaitement, au maximum de sa puissance. Je travaille chez I4CE ou I4CE, qui est l'Institut de l'économie pour le climat. On est une association à vocation d'intérêt général, à but non lucratif. L'objectif, c'est de produire de l'expertise. En fait, on fait de la recherche appliquée, pas de la recherche académique. Et donc, on produit de l'expertise sur toutes les questions économie-finance qui sont liées au climat et pour alimenter le débat public et contribuer du coup à pousser, à faire avancer les sujets, notamment de lutte contre le changement climatique. Nous, le point, c'était pas de rentrer dans les débats un peu aussi philosophiques. Est-ce qu'il faut parler de compensation? Est-ce que c'est bien, pas bien? Même si par ailleurs, on peut avoir un avis. Pour nous, ce qu'on trouverait dommage là-dessus, c'est que justement, tous ces débats désincitent finalement les acteurs privés comme les acteurs publics à financer des projets vertueux. Parce qu'ils vont se dire, finalement, si tout est pourri, je finance rien. Donc nous, l'idée, c'est de s'assurer que les financements soient bien orientés vers des actions pour lesquelles on mesure l'impact, d'une part, et d'autre part, c'est de s'assurer qu'il y ait aussi plus de financements qui aillent justement vers des actions climat dans les secteurs, notamment agricoles et forestiers, où on sait qu'il y a des besoins. Est-ce que la forêt va nous sauver du point de vue du climat? Forcément, on va dire non. La forêt ne va pas résoudre à elle toute seule le problème. Et c'est vrai que la grosse priorité, ça va être la réduction des émissions. On ne peut pas continuer avec notre modèle actuel tout en augmentant les puits de carbone. Ça ne sera clairement pas possible. Par contre, c'est un secteur comme un autre, on va dire, qui va apporter sa pierre à l'édifice comme les autres. Les fausses solutions qui nous sont proposées aujourd'hui ne répondent pas à la gravité de la situation. Loin de là. C'est pour ça que je crois que je vais dans le sens, par exemple, d'un amendement qui a été proposé par une eurodéputée française, Marie Toussaint, en octobre 2020, au Parlement européen, et qui a été voté, et qui est un premier pas vers la reconnaissance des droits de la nature, qui est de reconnaître la nécessité de protéger les forêts anciennes et primaires européennes, et de leur donner un statut juridique en propre, de les reconnaître comme des communs naturels globaux, de manière à mieux les protéger juridiquement. Et la seconde étape sera de leur donner une personnalité juridique pour que ces forêts puissent défendre leur droit à exister et leur rôle écologique dans le maintien de la vie sur Terre face à la justice, avec des représentants qui peuvent être des citoyens, qui peuvent être des ministères publics, des associations environnementales. Et c'est intéressant de voir qu'en Colombie, la Cour suprême colombienne a décidé de donner la personnalité juridique à la forêt amazonienne en Colombie pour pouvoir la protéger et pour pouvoir répondre en même temps aux enjeux des générations futures. Le droit est toujours un reflet de notre état de conscience collective à un moment donné. En France, par exemple, nous sommes à la pointe de ce système-là européen puisque nous avons le préjudice écologique qui a été reconnu en droit. Ce qui veut dire que nous reconnaissons la valeur intrinsèque des écosystèmes et nous pouvons demander réparation pour eux en justice depuis la catastrophe de l'Erika. Mais ce n'est pas suffisant. La personnalité juridique permet d'agir en prévention et donc de permettre à un écosystème de défendre son droit à ne pas être pollué, à ne pas être coupé. Si l'on agit toujours quand le dommage a eu lieu, alors on ne résoudra pas aujourd'hui la catastrophe écologique en cours. En fait, c'est quoi la transition? C'est être capable de voir les choses d'une pluralité de points de vue. C'est ça qui est important. Je vais regarder un problème de forêt, mais dans la forêt, il y a des questions sociales, il y a des questions économiques, il y a des questions de biodiversité, de séquestration du carbone, de qualité de l'eau, de contribution au climat local. Tout ça, c'est dans ce qu'on appelle la forêt. Il n'y a pas une bonne solution. Je pense que le monde futur, c'est un monde qui fuira quand il entendra quelque chose au singulier. Pour moi, l'avenir, c'est le pluriel.